Bonsoir à toutes et à tous. 3 Français sur 10 se disent prêts à voter pour elle. Mais que fera Marine Le Pen de ce potentiel électoral? Car les Français contestent son sectarisme, doutent encore de sa stature, de sa capacité à apporter des solutions à la crise. En attendant, la présidente du Front National fait campagne, le vent dans le dos, en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et profite des difficultés de l'Europe sur la crise des migrants. Et d'ailleurs, cette semaine, elle a ciblé avec une violence inhabituelle le couple franco-allemand. Le face-à-face, ce sera avec Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, qui essaiera, lui, de comprendre ce qui fait réellement avancer la patronne du Front. Vos questions, vos commentaires par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. Portrait signé Magali Lacrose et Joël Lefebvre. C'est Politique, c'est parti. C'est la dernière ligne droite, là, c'est les derniers préparatifs avant votre intervention. Vous avez travaillé ça avec vos conseillers? Oui, en règle générale, comment ça se passe, là, on me fait une proposition et je change l'intégralité. C'est comme ça que ça marche, bien souvent. Et c'est comme ça que ça a marché aujourd'hui aussi. Voilà. Allez, Zou. Zou, c'est son moment. La chancelière et le président français au Parlement européen pour défendre l'Europe. Trop tentant. Il s'agit là d'un oral de rattrapage, en quelque sorte, de la part de François Hollande et d'Angela Merkel. C'est vous qui allez donner les notes de l'oral de rattrapage? Non, je donne pas les notes, mais moi je suis contre-modèle. Le souverainisme, c'est le déclinisme. L'ancienne avocate reprend du service pour servir sa meilleure cliente, elle-même. Marine Le Pen peaufine son attaque frontale jusqu'au dernier moment. Le Parlement européen devient son tribunal. Merci, Madame Merkel, de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Je suis la représentante du peuple français qui se détourne de vous, Monsieur Hollande, comme il s'est détourné hier de Monsieur Sarkozy parce qu'il a soif de France. La souveraineté européenne, c'est être capable de décider pour nous-mêmes et d'éviter que ce soit le retour au nationalisme, au populisme, aux extrémismes qui nous imposent aujourd'hui d'aller dans un chemin que nous n'avons pas voulu. Vous êtes positionné comme anti-Merkel, donc à son niveau face à face. Oui, je crois que effectivement le modèle que je défends est l'exact contraire du modèle porté par Madame Merkel et soutenu par, comme je l'ai dit, le vice-chancelier François Hollande. Ils sont partis quand même? Non, je pense pas encore. Pas parti encore. Mais pour elle et ses fidèles, c'est plié. Elle a déjà gagné son premier round face à François Hollande. Fière d'avoir porté atteinte au président de la République. Il avait les travers en vice-chancelier parce que la vidéo sur lui. Il avait le cheveu qui frisait. De retour sur le terrain, elle recueille les fruits de son coup d'éclat. À la tribune, elle en oublierait presque qu'elle est en campagne pour les régionales. Elle vise déjà l'élection d'après. Maintenant, son adversaire, c'est le président et personne d'autre. François Hollande a jeté aux pieds d'Angela Merkel ses attributs du pouvoir et a déchiré le pacte républicain qui le liait aux Français. Faites le choix d'une présidente courageuse et d'une région audacieuse. Elle se sent pousser des ailes, Marine Le Pen. Acclamée par les militants et condamnée par tous les autres. On reprochait quoi, d'avoir blasphémé dans l'église? C'est ça, parce que la religion européiste a été bousculée par mon intervention. Eh bien, oui. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir.
On va revenir sur cette journée au Parlement européen. Est-ce que vous avez voulu faire un bon mot ou est-ce que vous pensez vraiment que la France, votre pays, mon pays, est une province administrée de l'Allemagne? Je pense que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, se sont intégralement soumis au diktat allemand. L'Allemagne dominant aujourd'hui clairement l'Union européenne, et ce depuis des années. Je suis donc venu dans ce Parlement pour défendre la souveraineté française, que François Hollande ne reconnaît plus, puisqu'il m'a répondu souveraineté européenne. C'est quand même extrêmement grave, car il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de souveraineté, et il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de nation. Le problème, c'est que ça fait référence à une période de notre histoire où ça a vraiment été le cas. Est-ce que vous aviez ça à l'esprit lorsque vous avez prononcé cette phrase-là? Et est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ça peut choquer, mais j'y vais quand même? Non, écoutez, j'ai absolument pas pensé à cette période qui semble obséder l'intégralité des médias français. Vous en avez parlé vous aussi de la période d'occupation lorsque vous aviez parlé des prières de rue. Vous avez souvent fait référence aussi à cette période-là. Non, mais en aucun cas. Vous vous trompez. J'ai voulu indiquer que la France n'est plus un pays souverain. La France n'est plus un pays souverain parce que ce soit en matière économique, que ce soit en matière monétaire et aujourd'hui en matière d'immigration, c'est l'Allemagne qui entend imposer ses vues à notre pays. Or, moi, je défends une France libre, souveraine, capable de décider pour elle-même et qui n'est soumise à aucun autre pays. Pas plus l'Allemagne que les États-Unis, auxquels Nicolas Sarkozy et François Hollande nous ont également vassalisés. Une partie de la classe politique s'est sentie blessée, au fond, qu'une représentante d'un parti politique comme vous abaisse la fonction présidentielle dans une enceinte comme celle du Parlement européen. J'imagine moi qui ai abaissé la fonction présidentielle, c'est François Hollande, parce qu'il ne l'exerce pas. Ce que je souhaite, c'est que le président de la République exerce la présidence de la République française. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change vis-à-vis de l'Allemagne? Mais qu'il retrouve notre souveraineté. Est-ce que vous avez quand même vu, et je l'ai dit dans cette intervention, Madame Merkel annonce accueillir 800 000 migrants, il applaudit, il est heureux. Quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, elle annonce l'inverse. C'est-à-dire qu'elle suspend Schengen et qu'elle maîtrise ses frontières, il applaudit, il est heureux, il est tout le temps content. Voilà. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les conséquences de ces politiques, ce sont les Français qui vont les subir. Donc, ne nous laissons pas non plus, ne tombons pas non plus dans le piège de cette classe politique qui a fait semblant de se scandaliser. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font le mieux, il faut bien le dire. Ils sont en permanence indignés partout. La réalité, c'est que ce qui les a scandalisés, c'est le fond de mon discours. Et est-ce que car c'est le fond de mon discours avec lequel ils sont en désaccord. Eux, ils ont une vision post-nationale. Ils pensent que l'avenir, c'est une Union européenne technocratique. Ils ne croient plus en la France. Ils le disent sur tous les plateaux. Elle est, dans leur esprit, trop petite, trop faible, trop fragile, trop ringarde. Eh bien moi j'aime la France et je la défends exactement là où je dois la défendre. Alors est-ce que dans cette enceinte-là, ce président de la République-là représente encore la France à vos yeux? Mais il représente la France, mais il n'exerce pas les fonctions de président de la République. Donc en s'en prenant directement à lui, est-ce que vous comprenez que certains puissent se dire à un moment donné, on se sent choqué? Nous ne sommes pas dans une église, ça n'est pas une église, ça n'est pas une cathédrale. Non, c'est une assemblée politique. D'accord, c'est un parlement. Voilà. C'est un parlement où François Hollande vient avec Madame Merkel pour imposer au peuple européen une vision qui est une vision destructrice pour la liberté de ces peuples. Je viens leur exprimer une pensée inverse. Et j'ai dit également à Mme Merkel, c'est peut-être passé un peu inaperçu, que je lui déniais le droit de disposer pour nous. Voilà. Alors, j'ai une photo à vous montrer. Je ne sais pas si elle évoque quelque chose pour vous, cette photo. Ce sont deux hommes. Ça vous évoque quelque chose, cette photo, ou pas? Mais qu'est-ce que c'est censé... Qu'est-ce que ces références... C'est quoi comme référence? Vous la connaissez? Ces références systématiques à l'amitié franco-allemande... C'est Adenauer et De Gaulle, 1963. Non, mais vous aimez l'histoire. Mais qu'est-ce que... Est-ce qu'à un moment donné... Je voudrais juste vous poser ma question. Est-ce qu'à un moment donné, puisque vous projetez à la présidence de la République, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, il faudra rompre avec cette tradition française depuis l'après-guerre de construction de l'amitié franco-allemande entre deux peuples? C'est juste sincèrement pour comprendre. Mais madame, en aucun cas. Mais l'amitié, c'est d'abord le respect. L'amitié, ça n'est pas la mise en esclavage. Lorsque quelqu'un abuse
de vous, eh bien, par définition, il n'est plus un ami. Or, l'Allemagne, aujourd'hui, abuse des peuples européens, puisqu'encore une fois, elle impose sa vision, comme elle l'a fait en 2011. Madame Merkel, encore, et Nicolas Sarkozy, bras dessous, supprimant le référendum grec qui était envisagé, renversant le gouvernement de M. Papandréou, renversant le gouvernement de M. Berlusconi, les mêmes, avec Hollande cette fois-ci, qui ont décidé, il y a quelques semaines maintenant, de faire fi du référendum grec, de la volonté grecque, pour imposer le diktat des créanciers. Ça n'est pas ça l'amitié. Moi, je tiens beaucoup à l'amitié entre le peuple français et le peuple allemand. C'est rude parce qu'ils vous ont entendu. Est-ce qu'à votre avis, ils l'ont bien pris? Madame, à votre avis? Je n'entends pas mélanger le peuple allemand et Madame Merkel. Pas plus que, je ne l'espère, on ne mélange le peuple français et François Hollande. Elle représente le peuple allemand à l'heure où nous parlons. Elle a été élue. Oui, elle est une dirigeante, mais elle est très contestée, me semble-t-il, et elle l'est de plus en plus, car je crois, encore une fois, qu'elle fait beaucoup de mal à l'Allemagne en se comportant de manière dictatoriale. Est-ce que, dans ce moment-là, vous avez pris de front François Hollande? D'ailleurs, Julien Drey, aujourd'hui, dans le journal du dimanche, dit qu'en fait, il s'est réveillé, il vous a claqué le beignet. Comment est-ce que vous appréciez la réponse du chef de l'État à votre intervention au Parlement européen? Mais je la trouve très légère. Je la trouve très légère parce que c'est une succession de poncifs qu'on entend depuis des années et des années. Mais surtout, elle n'a aucun sens. Précisément parce qu'il dit vous pouvez aussi sortir de la démocratie. Mais c'est bien le problème. Le problème, c'est que moi, je suis une démocrate. C'est moi qui défends la démocratie dans cette Assemblée et dans ce débat entre lui et moi. Car lui, il défend exactement l'inverse. Il défend une Europe technocratique qui fait fi totalement de la démocratie, qui fait totalement fi de la volonté des peuples. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous vous rendez compte que la Commission européenne est en train de passer un accord avec la Turquie pour libéraliser et multiplier les visas accordés aux Turcs? Mais à quel titre? Qui a donné mandat à la Commission européenne pour faire cela, pour déterminer qui nous devons accueillir dans notre pays? On apprend dans la presse allemande hier que la Commission européenne et Mme Merkel, qu'on ne vienne pas me dire quand même qu'elle ne dirige pas l'Europe, sont en train de décider de la mise en œuvre d'un impôt européen pour pouvoir financer l'accueil des migrants. Alors elle est où là, la démocratie? Donc c'est lui qui, en soumettant la souveraineté de la France précisément à cette Union européenne technocratique, c'est lui qui effondre la démocratie dans notre pays. Et vous aurez la possibilité d'inverser le rapport de force si vous arrivez aux responsabilités. Je sais que vous avez soutenu Alexis Tsipras. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait prévu l'inversion, enfin en tout cas de renverser la table en Europe. Il ne l'a pas fait, il n'a pas pu le faire. Et il a dû une nouvelle fois plier. Non, il n'a pas pu le faire, il ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le courage de le faire. Moyennant quoi, ceci a révélé quelque chose de très intéressant, c'est que l'euro est incompatible avec la démocratie. Et qu'en réalité, pour sauver l'euro, un certain nombre sont prêts à tout, y compris, encore une fois, à violer, de la manière la plus claire qui soit, la volonté librement exprimée des peuples. Eh bien moi, je suis la représentante des peuples libres. On va en finir là-dessus avec une dernière question. Est-ce que c'est vous qui avez écrit ce texte? Parce qu'il y a eu tout un tas de gens qui ont glosé sur le fait que ce soit écrit là, par votre conseiller Florian Philippot. Donc, clarifions la situation. Il paraît qu'en ce moment, vous affirmez votre leadership sur vos conseillers. Permettez-moi de ne pas répondre à ces ragots de couloir. Merci. Voilà. Vous avez répondu d'une certaine manière. Hein? Non, mais je ne réponds pas à ces ragots de couloir. Il y a des choses bien plus importantes. Oui, mais là, je crois qu'on a abordé des sujets importants, non? Oui, bien sûr, mais il y a des choses beaucoup plus importantes. Bon. Alors, Nicolas Sarkozy, le patron des Républicains, s'engage dans la campagne des régionales. Il était en campagne en Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, précisément à Béziers, la ville de Robert Ménard, élu avec le soutien du Front National. Reportage Romain Besnénou, Arnaud Foira. Ce jour-là, à Béziers, Nicolas Sarkozy ne s'attendait pas à voir autant de caméras. Des journalistes venus davantage pour l'affaire Morano que pour la visite de l'usine de microbiologie. Ce qui a eu le don d'exaspérer l'ancien président. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Bon, allez, excusez-moi, on ne vous avait pas autorisé? Ah bon? Enfin, voilà. Visite écourtée, quelques minutes à peine, avant que la presse ne soit évacuée. À Béziers, Nicolas Sarkozy est en pleine campagne pour les régionales, venu défier le Front National sur ses terres d'élection.
Le maire, Robert Ménard, allié au FN, ironise à propos du chef des Républicains, ici selon lui, pour charmer ses électeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement aller capter les voix du Front National. Pour Nicolas Sarkozy, il ne s'agit pas seulement d'aller chasser sur les terres de Marine Le Pen. Il comprend bien que la société française change aujourd'hui. Elle se droitise, comme elle dit. Moi, je ne dirais pas qu'elle se droitise. Elle a pris conscience, cette opinion publique, qu'il y avait des valeurs à défendre, qu'elle n'avait aucune raison d'avoir honte de ce qu'elle était. On n'a aucune raison d'avoir honte d'être français, qu'il mesure ça et qu'il sent bien qu'il faut aller vers ça. Merci beaucoup. C'est finalement au contact des militants que Nicolas Sarkozy s'est détendu pour redevenir offensif. 40 minutes de discours pour cadrer les limites du parti et recadrer Nadine Morano. Tant que je serai président de notre famille, personne ne portera le drapeau de ma famille en prétendant que la France, c'est une race. Le tout en tendant la main aux électeurs qui seraient tentés par le vote Front National. Je n'ai aucune leçon à donner. Ce n'est pas un reproche. Je n'ai aucun reproche à faire à ceux d'entre vous qui souffrent, à ceux d'entre vous qui sont exaspérés, ou même à ceux d'entre vous qui auraient été déçus par nous ou par moi. Je veux vous parler comme à des responsables, comme à des citoyens français qui aiment la France. Mais du côté des militants, beaucoup réclament un discours plus dur, finalement pas si éloigné de celui du Front National. C'est pas des fous. C'est ça. Les mecs du Front National. Le Front National doit être 3% de Fada. Tout le reste, c'est les gens de droite. C'est très bien, parce qu'il y en a marre des migrants. Hein. On en a ras-le-bol. Qu'est-ce qui est bien? Eh bien, s'il durcit un peu le ton. Attends, faut pas tourner autour du pot. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai habité l'Afrique, je suis né là-bas. Là-bas, quand on disait, tiens, je suis dans un pays de race noire, personne ne disait rien. Quoi qu'il en soit, Nicolas Sarkozy a réaffirmé qu'aucun accord local ou national avec le FN n'est envisageable tant qu'il serait président des Républicains. Et j'ajoute une phrase signée Nicolas Sarkozy. Il dit « Nous sommes la seule alternative au Front National ». Déjà, ça vous fait rire, elle n'est pas terminée. Hollande, c'est fini. Oui, mais c'est étonnant parce qu'en général, on parle de soi-même en parlant d'alternative quand votre adversaire est au pouvoir. Nous ne sommes pas encore au pouvoir. Oui, je pense qu'il le sait, ça. Oui, mais il considère sans doute qu'il est le seul avec les Républicains à pouvoir faire barrage au Front National, comme il l'a toujours dit. Non, mais ça prouve surtout que le Front National est totalement au centre du jeu politique. D'ailleurs, on le voit, M. Valls court les villes Front National, Nicolas Sarkozy copie Manuel Valls et va à Béziers. Je veux dire, chaque positionnement, chaque débat, c'est le Front National qui l'a mis au centre de la table. Et donc, en réalité, ces partis qui ne savent plus qui ils sont, qui ne savent plus derrière quoi ils courent, à part quelques mandats, eh bien, n'ont plus d'idées, n'ont plus de pensée, n'ont plus de conviction, et ils se déterminent en toutes circonstances par rapport à la pensée claire du Front National. Eh bien, c'est plutôt un hommage de la part de Nicolas Sarkozy. Alors, vous avez l'air de laisser entendre qu'au fond, les choses sont en ce moment assez faciles. Il y a un sondage que vous avez certainement vu aujourd'hui dans le journal du dimanche qui dit d'un côté que 31% des Français sont prêts à voter pour le Front National en 2017. Mais il y a des éléments que je trouve intéressants et je voudrais vous soumettre. Elle a des solutions pour sortir le pays de la crise, non 70%. Elle a l'étoffe d'un président de la République, non 69%. Ça va beaucoup évoluer, ces données-là. Comment est-ce que vous pouvez dépasser ce que certains appellent le plafond de verre, notamment sur elle a les solutions pour sortir le pays de la crise? Madame, d'abord, n'importe quel autre responsable politique obtiendrait des résultats tels que celui-là. Oui, sauf que vous nous dites toujours que vous êtes un peu différente des autres. Et peut-être moins important que celui-là. Ces sondages sont des logiques de premier tour. Voilà, je veux dire, il n'y a que cela à regarder. Un potentiel électoral de 31% au premier tour, c'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007 au premier tour. Les logiques de second tour sont des logiques tout à fait différentes. Oui, sauf que là, l'objectif de ce sondage, c'était d'évaluer votre potentiel électoral et ce qui vous reste encore à gagner en termes, par exemple, de crédibilité. Est-ce que ça veut dire que vous le lisez en disant tout ça ne pèse rien, ou est-ce que, parce que vous êtes la patronne d'un parti politique, vous dites bon, peut-être qu'il faut travailler sur la stature présidentielle, peut-être qu'il
faut que je m'exprime davantage sur les solutions que j'apporte à la crise. Il est plus difficile d'avoir une stature présidentielle lorsque l'on n'a pas été président ou pas été au second tour. Bon, moi je crois que, honnêtement, tout ça, ça fait beaucoup parler les journalistes, ça les passionne, ça fait vivre des instituts de sondage, il y en a de plus en plus d'ailleurs, très bien. Ce qui est important, ce sont les idées. Voilà. Les idées que les Français veulent voir mettre en œuvre. C'est ça ce qu'il dit, justement, les solutions à la crise. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Madame, mais c'est un sondage. C'est un sondage. Donc, laissons la campagne se mener. Ça n'est pas le temps encore de la campagne présidentielle. Faire des sondages au moment où il n'y a pas de débat, ça n'a aucun sens. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs sur l'Europe. On l'a fait, souvenez-vous, au moment de la Constitution européenne. Les sondages disaient 70% des Français sont contre. Et puis, le débat a eu lieu. Et après le débat, sont pour, pardon. Et après le débat, il y en avait 55 qui étaient contre. Ce qui prouve que le débat, et c'est pas à vous bien entendu, je vais le dire, est fondamental. Et moi, je suis aussi là précisément pour forcer à ce débat. Et pour faire des propositions. Et bien sûr. Vous êtes en campagne, dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. 6 millions, c'est ça à peu près, d'habitants. C'est une immense région. 12,5% de chômage. On parle des solutions à apporter face à la crise. Un des points les plus difficiles à supporter pour les Français, c'est naturellement la question de l'emploi. Aux responsabilités en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, quel levier avez-vous pour justement apporter des solutions? Il y en a évidemment beaucoup moins qu'au niveau de la nation, vous l'imaginez bien. Mais il y en a quand même un certain nombre. Bon. Mais ce sont des budgets qui sont en général entre 3 et 5% du budget de la région, le développement économique. Mais il y a moyen. Premièrement, d'abord, les marchés publics. Moi, je trouve scandaleux que les marchés publics ne puissent pas bénéficier aux entreprises régionales. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a moyen de le faire. Notamment en augmentant les critères sociaux et environnementaux. Il y a une directive européenne qui vient d'être transposée et qui permet précisément, avec ces critères sociaux et environnementaux, de donner un avantage aux entreprises régionales. Que les dépenses de la région bénéficient à l'emploi régional, vous admettrez avec moi que c'est légitime. Et pourtant, ça n'est pas fait pour l'instant. L'UMP, le PS, l'UDI, le MoDem, même les communistes s'y sont d'ailleurs opposés à plusieurs reprises lorsque nous l'avons suggéré par des vœux ou par des motions. Bon. Il y a le développement des circuits courts, notamment pour l'agriculture, car la grande région qui est la mienne est la première région agricole maintenant. Ça crée des emplois, les circuits courts? Bien sûr, évidemment, ça crée de l'emploi et de surcroît, ça permet d'abord aux agriculteurs d'avoir une vision, de pouvoir investir, de pouvoir continuer à développer leur exploitation, alors ils vivent dans des situations mais d'une difficulté que vous n'imaginez pas. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à ceux qui ont pris l'initiative aujourd'hui de planter 600 croix devant Sainte-Anne-d'Auray en hommage aux 600 agriculteurs français qui se suicident chaque année. Bon, donc pardon, c'est très dur leur quotidien, ça ne crée pas d'emploi. D'abord, ça évite d'en détruire. Ça évite d'en détruire. D'accord. Mais là, votre objectif, c'est d'inverser vous aussi la courbe du chômage. Dans 85%. Mais madame, écoutez, on n'a pas les leviers au niveau d'une région pour inverser la courbe du chômage. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Donc ça veut dire... Non mais c'est important de le dire dans une campagne. Moi je suis la candidate de la franchise. Je ne viens pas raconter n'importe quoi en campagne. Et d'ailleurs, les gens savent pertinemment ce que la région est capable de faire. Mais le développement des circuits courts, quand vous savez que 85% de la viande qui est consommée dans les cantines françaises est de la viande d'importation, est-ce que vous ne croyez pas que si on donnait un avantage à la viande française pour manger français dans nos cantines, eh bien précisément ça permettrait à nos éleveurs de se développer et donc de créer de l'emploi? Moi je le crois. Voilà. La région a la capacité de faire ce que je souhaite dans la grande région Picardie, Nord-Pas-de-Calais, une grande région des métiers d'art, car je crois à l'artisanat d'excellence et je pense que les commerçants et les artisans doivent faire l'objet d'une attention toute particulière parce qu'ils sont confrontés à deux poids considérables qui est le développement de la grande distribution, honnêtement soutenu par beaucoup de responsables politiques locaux, UMP et PS, et évidemment la concurrence internationale déloyale qui est la conséquence de l'ensemble de la soumission à l'Union européenne. Donc ça veut dire que vous ne faites pas campagne en disant en gros je gérerai ou je réglerai le problème de l'emploi. Vous ne faites pas campagne sur ce thème-là? Mais si je faisais cela, ce serait un mensonge. Je serais une menteuse. Ce que je peux faire, moi, avec la région, c'est mettre en place les conditions pour que l'emploi se développe dans les conditions les plus sereines et efficaces
possible. Mais encore une fois, on ne réglera pas le problème des travailleurs détachés qui aujourd'hui prennent clairement l'emploi de nos chômeurs. Justement. Et je le dis de la manière la plus claire qui soit. On ne réglera pas évidemment le problème de l'euro qui est une monnaie totalement inadaptée à notre économie, etc., etc. Alors, ce qui est formidable, c'est que cette campagne-là, que je le disais, c'est une grosse région, donc c'est une région dans laquelle vous voulez, à mon avis, l'utiliser comme un laboratoire, en tout cas utiliser, faire des expérimentations. Vous avez annoncé en meeting la création d'une taxe régionale sur les poids lourds étrangers. Et alors là, je me suis dit, comment est-ce qu'une région peut lever un impôt? J'ai dit que nous engagerions une discussion avec les régions frontalières et avec l'État pour mettre en place, non pas une écotaxe, cette espèce de truc horrible que chacun devait payer et qui aurait évidemment aggravé le poids de la fiscalité sur des secteurs économiques qui n'en peuvent plus, mais faire payer une écotaxe, et ça c'est une négociation avec l'État, par les transporteurs étrangers. Car tous ces camions qui passent sur nos routes, ils abîment nos infrastructures. C'est nous qui les avons payés. Mais la région peut le faire, elle a les moyens légaux. Engager une discussion avec l'État. Ils vont vous écouter ? Mais oui, ils vont m'écouter, bien entendu, car c'est la 3e région de France. Donc bien entendu qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de m'écouter. Vous parlez aux patrons en campagne. Patrons. Et les patrons, c'était un article publié cette semaine par Les Échos, disaient qu'ils craignaient justement d'être un petit peu sanctionnés si le Front National arrive aux responsabilités. Ils craignent d'être privés notamment des crédits de l'État si vous êtes élus. Non mais les patrons, tous les patrons. Non, quelques grands patrons. Oui. Ils ont tort. Eh bien, ils ont tort, parce que la plus belle attractivité d'un territoire, c'est d'abord quand ce territoire est connu. Et croyez-moi, si je suis présidente de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, cette région sera internationalement connue. Et ils nous verront à l'œuvre. Parce que moi, ce genre de débat, je les ai déjà entendus avant les municipales, où on nous avait expliqué que ce serait l'effondrement du commerce, du tourisme, les sauterelles, et j'en passe et des meilleurs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les habitants, ils sont 75% à se réjouir de la gestion Front National. Parce qu'elle est efficace, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est courageuse, et qu'elle a obtenu clairement des résultats, et notamment pour la protection d'ailleurs des commerces de proximité. Vous savez, il y a des commerçants, il y a des artisans, il n'y a pas que des grands patrons, ça vous Voilà, il n'y a pas que M. Belin dans la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. Bon, il ne votera pas pour vous? Non, ça, il ne votera pas pour moi à la tête de la FNSEA, que je combats, car je crois que la FNSEA a été clairement la complice de ceux qui, au travers de l'Union européenne, contribuent à détruire l'agriculture française. Un mot sur Calais. Vous avez promis de faire du barouf si vous arrivez aux responsabilités à la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Est-ce que vous êtes allé visiter la jungle de Calais? Mais madame, je vous propose d'y aller, tiens. Non, mais j'aimerais voir aussi si vous en sortez. Ah oui? Car je vais vous dire, même les policiers et les pompiers n'y vont plus. Et les pompiers, quand ils doivent y aller, ils restent au début du chemin. Ils ne rentrent pas sur le chemin de la jungle de peur d'être agressés. Les autres candidats n'y sont pas allés. Et ils se font accompagner par des policiers. Tellement la situation est grave, tellement la situation d'insécurité dans cette jungle est vous, Marine Le Pen, considérable. Vous ne pouvez pas y aller. Vous, Marine Le Pen, vous ne pouvez pas y aller? Non, mais je ne peux pas y aller. Personne ne peut y aller. Madame. Certains candidats y sont allés. Ils sont allés voir le centre Jules Ferry. Non, oui, d'ailleurs, d'accord. Ils sont allés là où il y a les femmes et les enfants. Quel courage, en effet. Non, là, il faut aller dans la jungle. Personne n'y va. Les pompiers n'y vont pas, madame. Les médecins n'y vont pas. Parce que c'est une zone de non-droit. Et c'est ça que je veux pointer du doigt. Moi, je vais vous dire, quand je serai présidente de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, plus personne ignorera ce qui se déroule dans la jungle de Calais. Les armes qui circulent, la prostitution au plein jour, les conditions sanitaires épouvantables, les commerces parfaitement illégaux qui se montent, une zone de non-droit acceptée par l'ensemble de la classe politique française. Alors tout le monde saura, française. Si vous êtes élu, ce qui s'y passe. Vous venez déjà de raconter une partie. Enfin, en même temps, si vous ne savez pas, vous n'y êtes pas allé, c'est compliqué de savoir ce qui s'y passe. Madame, je sais très bien ce qui s'y passe. Parce que moi, je vais voir les associations de riverains qui vivent avec des maisons qui sont à quelques mètres de cette jungle.
jungle et qui vivent cadenassés, qui sont obligés d'ailleurs de payer des portails, des barbelés, de la sécurité pour éviter les intrusions, pour éviter les vols. Il y a une proposition d'un de vos adversaires. Et permettez-moi de leur tirer mon chapeau, notamment l'association des Calaisiens en colère, que Madame Natacha Bouchard, maire de Calais UMP, a voulu empêcher de manifester leur réprobation contre cette politique des migrants, alors même que les migrants, eux, manifestent tous les jours devant la mairie de Calais. Quelle est la solution un de vos adversaires, de vos concurrents, Xavier Bertrand, lui, il dit qu'il faut créer un centre géré par le HCR, le Haut Comité aux réfugiés, parce que c'est un centre fermé, du coup, il n'y a pas d'aller et venue et c'est fermé entre 20h et 7h du matin. Quelle est la solution que vous proposez, vous? Il faut renvoyer ces clandestins dans leur pays d'origine. Il faut les renvoyer. Pour cela, il faut qu'ils passent par des centres de rétention. C'est évidemment tout à fait normal. Des centres de rétention, pas des centres dont s'occupe le Haut Commissariat aux réfugiés. Des centres de rétention. C'est quoi la différence? Et il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Car, je veux dire, comment ça se passe? Le seul moyen d'arriver à bout de cette politique-là, c'est la tolérance zéro. Car la réalité, c'est lorsqu'on laisse un clandestin s'installer. Il y en a quelques jours après 10, puis 100, puis 1000, puis aujourd'hui, à Calais, 5000. Il faut regarder un certain nombre de ports de pays voisins, qui, eux, n'ont pas les mêmes difficultés. Pourtant, eux aussi, ils ont des liaisons vers la Grande-Bretagne. Ce sera votre priorité, la gestion du dossier de Calais. Et quelle est l'échéance, quel est le calendrier que vous vous fixez une fois aux responsabilités? La population de Calais et du Calaisie d'ailleurs est victime de la lâcheté inouïe de nos dirigeants. Et quand j'entends Madame Létard, tête de liste UMP, enfin UMP UDI, derrière Xavier Bertrand, main dans la main avec Valls, réclamer la dissémination des migrants dans l'ensemble des communes, bien moi je dis qu'à la tête de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, je n'accorderai pas un sou de financement à ces communes pour loger ou pour permettre le développement de ces campements de migrants. C'est une situation qui est compliquée à gérer, ce qui est en train de se passer à Calais. Si vous arrivez aux responsabilités, quel est le calendrier que vous fixez à ces associations de riverains? Vous leur dites quoi? En 6 mois, c'est réglé? En 3 semaines, c'est réglé? Vous croyez qu'il n'y a que Calais? Il n'y a pas que Calais. Mais non, mais sur ce cas précis, s'il vous plaît. Il n'y a pas que Calais. Sur ce cas précis. L'ensemble de la France est aujourd'hui confronté à cette submersion. Vous ne voulez pas migratoire. répondre sur Calais? Ils attendent une réponse sur ce sujet-là. Quand je serai à la tête de l'État. Est-ce que vous leur fixez un calendrier? Quand je serai à la tête de l'État. Non, au régional, parce qu'il y a une étape avant. Madame, je viens de vous dire, vous faites preuve d'une mauvaise foi. Un signe, c'est volontaire ou pas? Je n'ai pas de pouvoir de police, moi, à la région. D'accord? Je n'ai pas le moyen d'empêcher les gens de passer les frontières et de suspendre Schengen. Je n'en ai pas les moyens au niveau de la région. Je n'ai pas les moyens de renvoyer ces clandestins chez eux au niveau de la région. Ces moyens-là, ce sont les moyens de l'État. Et c'est pour ça, madame, que je suis candidate aussi à l'élection présidentielle. Et pourquoi pas sauter l'État-région si on n'a pas de pouvoir? On n'a pas de pouvoir pour régler les problèmes du chômage, on n'a pas de pouvoir pour régler les problèmes des Calaisiens. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gabegies auxquelles il faut mettre fin. Parce que 50 ans, même 80 ans de pouvoir ininterrompu des socialo-communistes dans cette grande région, évidemment, ont créé, vous l'imaginez bien, des gabegies, du clientélisme, du copinage. Il y a beaucoup à faire en matière de formation, parce que les filières de formation ne sont pas adaptées à ce que les entreprises attendent. Il y a beaucoup à faire en matière de sécurisation des lycées, parce que beaucoup de nos lycéens vont dans des lycées avec la peur au ventre et ça n'est pas admissible. Il y a beaucoup à faire sur la sécurisation aussi des transports et sur le maintien dans la ruralité des moyens de transport et notamment du développement du multimodal pour permettre aux campagnes de ne pas se sentir abandonnées, de pouvoir avoir les mêmes chances en matière de transport que les grandes métropoles. Il y a énormément de chantiers à mettre en œuvre au niveau de la région, mais vous ne me ferez pas mentir en disant que je peux mettre en œuvre au niveau d'une région ce qui relève des pouvoirs de l'État. C'est dit. Jean-Marie Le Pen va rencontrer Marion Maréchal Le Pen en fin de semaine pour s'entendre sur les listes régionales en PACA. Le fondateur du Front National continue de se faire entendre, même pour saluer parfois le discours de sa fille au Parlement européen. Sarah Sisman, Maxime Liogier. Cette semaine, sur le blog de Jean-Marie Le Pen, contre toute attente, une présence, celle de sa fille. Marine Le Pen se lançant dans un assaut musclé contre le couple franco-allemand. Plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur... Visiblement, ça lui a beaucoup plu. Vous avez été fière d'elle quand elle a fait ce discours? Oui, ma foi.
Oui, j'étais fier de la présidente du Front National, bien que je n'appartienne pas à son groupe. C'est la preuve finalement qu'une réconciliation, qu'un rapprochement est possible? C'est évident ça. Nous tendons tous à la paix, à la réconciliation. J'espère. Jean-Marie Le Pen est prêt à se réconcilier. Mais il attend, dit-il, un geste de Marine. Les deux se seraient vus il y a une quinzaine de jours pour tenter une conciliation qui n'a pas abouti. Avec sa petite fille aussi, il serait à la recherche d'un accord. Après avoir menacé de soutenir une liste dissidente en région PACA, voire de se présenter lui-même, il a fini par se ranger derrière sa candidature. J'ai entendu parler en effet d'une potentielle liste dissidente. Jean-Marie Le Pen a confirmé aujourd'hui encore, et il l'avait dit publiquement, qu'il ne mènerait pas de liste dissidente. Donc je crois que dans ces conditions, nous n'avons pas à craindre qu'il puisse se constituer une liste face à nous. Mais il veut maintenant négocier, placer ses proches. Grand-père et petite-fille doivent d'ailleurs se rencontrer vendredi prochain pour un déjeuner au Conseil régional. Il ne manquera pas de lui glisser quelques conseils. Je pense que Marion doit faire ce qu'il faut pour intégrer tous les patriotes de PACA dans sa liste. C'est quoi l'objectif? Vous voulez intégrer certains de vos proches dans sa liste? C'est pas une question d'intérêt personnel, madame. C'est que je pense que l'intérêt de la liste Front National, enfin de la liste soutenue par le Front National en PACA et conduite par Marion Maréchal Le Pen, doit intégrer le maximum de bonne volonté. Une démarche constructive, mais avec l'arme judiciaire au poing. Car il poursuit son combat devant les tribunaux pour contester son exclusion. Je n'accepte pas, puisque je considère que c'est une décision qui est injustifiée, pour ne pas dire injuste, et que je la combats par les moyens qui sont les miens, et les moyens légaux, en particulier les moyens juridiques. Et je déposerai contre la décision du bureau exécutif du Front National j'entamerai une instance de révision devant le tribunal civil, n'est-ce pas ? Tout cela est dans le fond désolant dans la mesure où la nécessité de l'union est absolument évidente à tous les points de vue, y compris électoral, bien sûr. La capacité de nuisance peut être le dernier pouvoir de Jean-Marie Le Pen sur sa famille. Alors, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen va rencontrer Jean-Marie Le Pen pour tenter de calmer les dissidences en région PACA. La réunion va se passer le 16 octobre à Marseille. Est-ce que vous soutenez cette démarche ? Non mais Marion fait ce qu'elle veut pour organiser ses listes. Elle les propose à la Commission nationale d'investiture et c'est la Commission nationale d'investiture qui investit ou n'investit pas tel ou tel candidat. D'accord, donc c'est pas elle qui décide en réalité. Que ça marche au Front National et dans beaucoup d'autres partis, me semble-t-il. Mais quand vous entendez Jean-Marie Le Pen dire qu'il faut tout faire pour, au fond, obtenir l'unité au maximum en région PACA, j'imagine que vous êtes plutôt sur cette ligne, vous aussi. Ça dépend avec qui on s'unit. Si on s'unit avec des gens qui sont des gens qui ont trahi le Front National, qui l'ont abîmé, qui n'ont pas fait leur travail de conseiller régional, ben non. Voilà, la méritocratie, elle nécessite aussi, notamment concernant les sortants, de voir ceux qui ont rempli la mission qui leur avait été confiée et ceux qui ne l'ont pas fait. Ça veut dire et c'est la Commission nationale d'investiture qui décidera. Ça veut dire qu'ils seront jugés sur leurs compétences et non pas sur leur proximité ou pas avec Jean-Marie Le Pen. Mais personne n'est jugé sur sa proximité ou pas avec Jean-Marie Le Pen. Il disait dans ce reportage qu'il attendait un geste d'apaisement. Écoutez, bon, on a tout dit sur ce sujet. Moi, ma position est extrêmement claire. Les adhérents du Front National ont voté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très respectueuse de la démocratie. Et par conséquent, je ferai respecter la volonté des adhérents du Front National. Est-ce que vous serez respectueuse de la justice ? Est-ce que vous conformerez aux décisions de justice si effectivement il y a une procédure qui est conduite pour revenir sur la décision du 20 août dernier? Mais les décisions de justice, on verra ce qu'elles seront. Il n'en demeure pas moins que politiquement, car nous sommes des responsables politiques, nous faisons de la politique dans un parti politique, les adhérents, à 94%, ont jugé. De la politique, justement. Yvan, vous allez en parler avec Hermeus. Chouette. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes candidate à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
petite question au départ. Vous exercerez bien le mandat de présidente de la région si vous êtes élue le 13 décembre. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Je vous pose cette Mais question vous avez raison de poser cette question. Parce que Natacha Bouchard ne sera pas conseillère régionale, elle est en situation d'incompatibilité, comme Madame Létard, tête de liste dans le Nord de Xavier Bertrand, comme Xavier Bertrand lui-même d'ailleurs, qui est en situation d'incompatibilité, et comme Monsieur Woerth également. C'est-à-dire que moi, je quand même conteste le fait que ces gens présentent des têtes de liste dans tous les départements dont ils savent pertinemment qu'ils ne resteront pas au Conseil régional. Oui. Je trouve que c'est une malhonnêteté à l'égard des électeurs. Moi, j'ai dit de la manière la plus claire qui soit, et d'ailleurs les électeurs ont répondu à un certain nombre de sondages en disant on le comprend parfaitement, je serai présidente de la région, je me mettrai un peu à l'écart pendant les quelques mois de la campagne présidentielle et si je ne suis pas élue présidente de la République, eh bien je reprendrai bien entendu l'intégralité de mes fonctions exécutives à la tête de la région. Qu'est-ce que disent les électeurs? Parce qu'au fond, vous dites je me présente à la présidence de la région, mais 6 mois après ou 1 an après, je vais partir, je vais faire autre chose. Est-ce que je vais vous dire quelque chose d'extrêmement étonnant en vous disant que ceux qui veulent que je sois présidente de la région souhaitent également que je sois présidente de la République. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais si vous partez en campagne, qui vous remplacera? Vous dites vous mettez en congé de la présidence, ça veut dire que... Non, mais il y a des vice-présidents dans une région. Vous ne démissionnerez pas, ce que je veux dire. Pas du tout, je ne démissionnerai pas. Je resterai présidente de la région, mais évidemment, j'accorderai à mes vice-présidents peut-être un peu plus de représentation et de représentativité au niveau de la présidence de la région. Mais au fond, cette façon de procéder, qui est tout à fait légitime, mais est-ce que ça ne vous rapproche pas du personnel politique que vous dénoncez depuis des années? Regardez, si on prend par exemple votre parcours politique et les candidatures que vous avez faites depuis 1993. En 1993, vous êtes candidate aux législatives à Paris. En 1998, vous allez dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, de nouveau, c'est pour les régionales. En 2002, vous êtes candidate aux législatives dans la 13e circonscription du Pas-de-Calais. Mais en 2004, c'est votre candidature aux européennes et aux régionales en Île-de-France. Oui, c'est le seul moment d'ailleurs où je ne suis pas restée dans le Nord-Pas-de-Calais. Et au fond, on a l'impression que là, vous avez un parcours qui est quand même un peu similaire à tous les autres, que ce qui soit PS ou UMP. Non, je ne crois pas du tout, parce que je ne crois pas que tous les autres aient eu 3 enfants en 1 an. Moi, oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai réclamé au Front National en 2004 de me reconcentrer sur mon domicile parce que mes enfants étaient extrêmement jeunes et qu'il était plus simple pour moi, effectivement, d'être élu dans la région Île-de-France que de l'être dans le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Puis, ils ont grandi et je suis revenue là où j'ai mené tous mes combats électoraux, c'est-à-dire dans cette région Nord-Pas-de-Calais. Je sais que vous êtes très forte, mais 3 enfants en 1 an... si, 3 enfants en 1 an, puisque ma fille est née à 10 mois et demi d'écart avec mes jumeaux. D'accord. Mais donc, effectivement, il y a eu une période où vous étiez à la fois conseillère régionale en Île-de-France et en même temps conseillère municipale à Hénin-Beaumont. Là, vous auriez pu démissionner d'un mandat, par exemple, à ce moment-là. Je comprends l'argument des enfants pour dire je veux me revenir en Île-de-France, mais du coup, vous aviez 2 mandats. Vous auriez pu dire après les européennes et les régionales en Île-de-France, j'ai dit je retourne dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, j'ai engagé au municipal. Permettez-moi, mais bon, on peut toujours chipoter. C'était très important d'aller au municipal, parce que nous avions en face à nous un corrompu de première catégorie, M. d'Allongeville, que nous avons fini par faire partir d'ailleurs avec les menottes, à force de le combattre dans sa municipalité. Un homme politique qui a volé les pauvres. Et donc, oui, il m'apparaissait qu'il était important de mener aux côtés de Steve Briouat, car c'est lui qui était, en l'occurrence, tête de liste, évidemment, de mener ce combat. Ce combat, d'ailleurs, a permis, quelques années plus tard, l'élection brillante de Steve Briouat dès le premier tour. Ça, c'est votre argumentation pour les municipales. Mais au fond, pourquoi vous vous présentez à toutes les élections quand elles se présentent? Vous n'êtes pas forcément obligé. Vous êtes candidate à la présidence de la République. À la limite, les régionales, vous n'étiez pas complètement obligé d'y aller. C'est drôle parce que, oui, mais vous ne posez pas cette question aux autres. Si. Ah bon? Il y a 15 jours, j'ai posé avec Xavier Bertrand. Parce que François Hollande, quand il s'est présenté candidat, il était à la tête d'un exécutif local. C'était le cas de Ségolène Royal, c'était le cas de Nicolas Sarkozy. C'est justement la démonstration de Karl, c'est que vous faites comme les autres. C'était le cas de Jacques Chirac. Voilà, je vais là où il est utile que les choses bougent. Mais donc comme les autres. Le plus vite possible. Là-dessus, vous ne pouvez pas critiquer les autres. Mais je n'ai jamais critiqué
marqué François Hollande parce qu'il était à la tête d'un exécutif local en étant candidat à la présidentielle. Jamais. Non, mais pas plus que Ségolène Royal, pas plus que Nicolas Sarkozy. Non, mais vous critiquez... Excusez-moi, ne m'accordez pas les critiques que vous formulez vous-même. Moi, je n'ai jamais critiqué ça. Vous critiquez, pas forcément ad hominem François Hollande, mais les politiques pour dire ils cumulent les mandats, ils sont boulimiques, ils vont se présenter à toutes les élections. Et au fond, on se rend compte que votre parcours est un peu similaire. Mais je sais que vous voulez absolument toujours trouver une incohérence. Vous n'en trouverez pas. Une logique. Il n'y a pas d'incohérence au Front National, ni dans notre programme, ni dans notre vision. Nous avons toujours dit que nous étions contre le cumul des mandats, mais pour tout le monde, et au même moment. Parce que, si vous voulez, ça consiste à donner aux adversaires les moyens d'un blindé et d'accepter, vous, de vous battre avec une fourchette. Bien, écoutez, autant qu'on se batte, fourchette contre fourchette ou blindé contre blindé. On peut aussi dire on est plus vertueux que les autres et on se soumet avant les autres. Oui, mais il n'y a pas de vertu. Il y a une efficacité. Moi, je crois qu'il y a une efficacité. Il n'y a pas de vertu. Voilà. Et donc, nous nous soumettrons au non-cumul lorsque, encore une fois, l'ensemble de ceux qui l'ont voté, d'ailleurs, s'y soumettront eux-mêmes. Parce qu'eux, ils font voter la loi, mais ils s'y soumettent pas. Je vous signale au passage que le cumul, ce sera surtout entre députés, et ça ne vous a pas échappé, je ne suis pas député, et maire, sénateur, ça ne vous a pas échappé non plus, voilà. Et les députés européens, ce sera en 2019. Si vous êtes battu à la présidentielle, vous vous présenterez aux législatives ? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore sur cette échéance-là. Sur cette échéance. J'en ai déjà 2 devant moi et pas des moindres. Ouais. Et juste, vous vous laissez combien de temps à la présidence de la région avant d'entamer la campagne présidentielle ? Je ne sais pas, je verrai. Et c'est important parce que c'est là que vous allez engager les mesures. Nous verrons comment les choses se passent, nous verrons quand il faut... ça se sent une campagne présidentielle. On ne décide pas 4 ans à l'avance que le 1er septembre on démarrera la campagne ou le 1er mai. Non, c'est pas comme ça. Vous avez l'expérience d'une campagne présidentielle, vous savez à quel moment... Je verrai lorsque la campagne prendra une telle dynamique qu'elle ne me permet plus d'être au quotidien dans l'exercice de ma présidence de région, eh bien, à ce moment-là, je prendrai un peu de champ pour faire cette campagne présidentielle. Vous avez des questions qui sont vraiment des trucs de coulisses, quoi, enfin. Ah ben non, quand même, le cumul des mandats, la représentativité, c'est pas les coulisses, c'est important. Les électeurs, c'est important. La campagne présidentielle, c'est pas neutre. Vous à la tête d'un exécutif local une fois après avoir été élu, si vous êtes élu. Mais j'ai tout intérêt à y rester, je vais vous dire, le plus longtemps possible, pour pouvoir montrer précisément ce que nous sommes capables de faire. C'est ce que nous avons fait dans les municipalités. Nous avons montré ce que nous étions capables de faire. Il faudra aller vite. Bien sûr, mais dans les municipalités aussi, il fallait aller vite. Et c'est vite que les maires du Front National ont démontré leurs compétences, leurs performances, leurs capacités. Une dernière question, Karl. Et le respect de leurs promesses aussi. Vous avez, on a dit, et vous ne l'avez pas forcément dénié, hésité longtemps avant de vous présenter à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais. Je voulais vous soumettre juste une phrase qui est une expression qui a été prêtée à Nicolas Sarkozy par 2 journalistes qui ont écrit un livre sur sa campagne présidentielle. Cette expression, c'était « ça m'emmerde ce truc ». Est-ce que cette campagne régionale aussi, on pourrait dire pour vous, ça m'emmerde, j'aimerais faire autre chose, me concentrer sur la présidentielle par exemple ? Non, ça m'emmerde pas du tout, pardon, l'utilisation de cette grossièreté. Bien au contraire, ça me passionne, ça me fascine, ça m'enthousiasme. Voilà. Parce que, encore une fois, il y a en plus une dynamique incroyable dans cette grande région Picardie-Nord-Pas-de-Calais. C'est une région qui a énormément d'atouts. J'y vois des gens qui viennent promettre des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. J'entendais M. Xavier Bertrand oser, parce que Xavier Bertrand ose souvent, oser dire qu'il fallait refondre intégralement le RSI. On ne voit pas bien d'ailleurs le rapport avec la région. Il n'y a qu'un malheur, c'est que c'est lui qui a fait la fusion entre le RSI et l'URSSAF et qui a mis à genoux des dizaines de milliers de commerçants et d'artisans dans notre pays. Eh bien, nous allons passer, merci beaucoup Karl, aux photos d'actualité de la semaine. Et cette image, Manuel Valls qui solde, j'allais dire enfin, l'affaire des Mistral avec le Caire, un contrat qui se situerait entre 910 et 950 millions d'euros. Tout est bien qui finit bien ? Oui. Enfin, on va quand même perdre de l'argent dans cette opération. Et surtout, ce qu'on n'arrivera pas, à mon avis, à retrouver, c'est la qualité de la parole de la France. Parce que en matière comme ça de grands contrats, si un pays étranger sait que sur ordre des États-Unis, vous pouvez décider, la France peut décider du jour au lendemain d'annuler un contrat aussi important, eh bien vous perdez de votre crédit. Et ça, hélas, ça n'est pas simplement par un tour de passe-passe en revendant les Mistral à l'Égypte qu'on pourra redresser ce handicap.
Un tweet que vous avez peut-être vu passer. Il est signé Jean-Luc Mélenchon. Pour la deuxième fois, la justice confirme qu'on peut qualifier Marine Le Pen de fasciste. Sentez-vous libre d'appeler un chat un chat. Vous avez été débouté devant les tribunaux. Oui, la justice se comporte mal, je vais vous dire. Avec vous? Non, pas seulement avec moi. Je trouve que la manière dont elle considère que l'on peut aujourd'hui insulter des politiques, Madame Morano en l'occurrence, qui a été insultée par le père Bedos, moi-même qui avait été insultée par le fils Bedos, on a le sentiment que les seuls citoyens, les seuls êtres humains qu'on a le droit d'insulter en France, ce sont les politiques. Moi, je considère qu'une insulte est une insulte et qu'on n'a pas à insulter les gens. Et quand on les insulte, eh bien, on doit se conformer à la loi. Donc moi, j'en appelle aux magistrats de notre pays pour leur dire les politiques et particulièrement peut-être les femmes politiques n'ont aucune raison de se faire insulter par qui que ce soit. Le débat d'idées, il peut parfaitement exister sans injure. Ça vous fait un point commun avec Nadine Morano? Vous trouvez qu'elle a été maltraitée par son parti politique ou pas? Non, mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir. C'était encore une fois une insulte lancée par monsieur. C'est vous qui faites le lien entre les deux femmes politiques? Non, mais parce que encore une fois, je note que on a le droit, je veux dire, on a le droit d'insulter personne, sauf en quelque sorte les politiques qui n'auraient pas le droit d'être respectés. Ben, moi, je considère que les responsables politiques ont aussi le droit, quand même, d'être respectés. C'est juste que c'est pas la même chose. Là, en l'occurrence, il l'avait traité de conne, pardon pour les gros mots. Là, c'est une allusion. Non, il l'avait traité de. Oui, de connasse. Bon, très bien, ben, c'est dit, c'est un festival aujourd'hui, pardon, de gros mots, mais c'est comme ça. Et là c'était fasciste, c'était une allusion à une ligne politique. Non, madame, car si ça avait été ça, alors ce serait une diffamation, c'est-à-dire l'imputation d'un fait précis. Le terme de fasciste est une injure, et donc il devrait être traité, évidemment, ainsi par les tribunaux. C'est très grave, d'ailleurs, parce que si on peut traiter de fasciste n'importe qui, je trouve que c'est, en quelque sorte, une façon de minimiser la gravité de cette idéologie. Une dernière image. Vous connaissez cet homme sans doute, il s'appelle Laurent Stefanini. Selon Libération, le chef du protocole de l'Élysée, qui avait affiché son homosexualité, ne sera pas ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. La France donc ne présentera pas d'autres ambassadeurs d'ici à 2017. Est-ce que cette affaire vous a choqué? Écoutez, j'ai absolument pas suivi cette affaire, mais le Saint-Siège a confirmé que c'était en raison de son homosexualité. En tout cas, il n'y aura pas de représentant de la France auprès du Saint-Siège. Est-ce que le Saint-Siège a confirmé cela? Le Saint-Siège ne confirme pas publiquement qu'il s'agit de son homosexualité. Écoutez, moi, je considère que l'orientation sexuelle des personnes ne doit pas rentrer en ligne de compte. Mais le Saint-Siège, c'est un peu particulier. Permettez-moi, ça n'est pas un État comme un autre. Je conçoit qu'on puisse être agacé par le comportement du Saint-Siège, mais il faudrait peut-être aussi, alors à ce moment-là, être aussi droit dans ses convictions lorsqu'il s'agit de l'Arabie Saoudite, par exemple, quand il s'agit du Qatar, qui eux sont des États, ne sont pas des États sièges d'une religion, du pape, vous voyez. Voilà, je trouve qu'on a toujours un petit peu l'indignation à géométrie variable. C'est dit. Nous allons passer maintenant à vos questions SMS. Accepteriez-vous la candidature de Nadine Morano dans les rangs du Front National? Non. Vous avez déjà répondu là-dessus? Oui. Bah oui, j'ai déjà répondu. Enfin, Nadine Morano a un parcours politique où elle a défendu une politique radicalement différente de celle que nous voulons voir mettre en œuvre. Elle a été ministre dans un gouvernement Sarkozy qui a menti effrontément aux Français, qui a trahi l'intégralité de ses promesses. Et en réalité, elle ne trouve... aujourd'hui, elle se retourne contre Nicolas Sarkozy parce qu'elle lui reproche de s'être fait écarter alors même qu'elle l'avait imité. Elle a été bien traitée par son parti politique? Elle a été, c'est pas le problème de savoir si elle a été bien traitée, ça me regarde pas, c'est leur problème interne. Ce que je remarque, c'est qu'elle a imité Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui a commencé, je veux dire, à comme ça sortir des phrases, vouloir faire le buzz en toutes circonstances. Bah, c'est pris les pieds dans le buzz, quoi. Qui est votre principal adversaire, François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Mais ce sont les mêmes, madame, ils s'applaudissent l'un l'autre. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il aurait applaudi François Hollande. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, ils s'applaudissent l'un l'autre pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils mènent la même politique. Ils pourraient même fusionner, d'ailleurs, entre les deux tours de l'élection régionale entre l'UMP et le PS. Ils votent ensemble.
90 à 95% des délibérations qu'ils prennent dans les régions. Ils appellent d'ailleurs les uns les autres à faire cause commune. Donc tout ça n'est pas étonnant. Enfin, je veux dire, ce qui se passe en ce moment, c'est un révélateur. Les Français commencent à voir effectivement que ce que nous leur disons depuis des années, à savoir que la politique de la droite et de la gauche est strictement la même, est une réalité. Encore une question sur la présidentielle. Idéalement, quel candidat aimeriez-vous affronter en 2017 si vous arriviez au deuxième tour de la présidentielle ? Je ne sais pas, peut-être Juppé, parce que c'est un peu le chaînon manquant entre l'UMP et le PS. Hein, c'est le maillon de la chaîne entre les deux, quoi. Aucun des deux qui était présenté ici ? Non, Enfin, vous ne voyez pas déjà au second tour de la présidentielle ? Je ne me vois pas au second tour de la présidentielle. Si, bien sûr, je me vois au second tour de la présidentielle et je ferai tout pour que ça arrive, bien entendu, pour laisser justement le choix aux Français. Pas pour ma gloriole personnelle, pour que les Français aient vraiment le choix entre deux politiques et deux visions politiques qui sont totalement différentes l'une de l'autre. Une question intéressante. Je ne comprends pas la stratégie du Front National. Il a fait beaucoup d'efforts pour dédiaboliser son image et j'ai l'impression que depuis peu, il se rediabolise. Ah bon, mais par où ? Par la question des migrants. C'est vrai que c'est des thématiques qu'on vous entendait assez peu. Je prolonge cette question qui est posée par un téléspectateur, mais vous étiez beaucoup sur des questions économiques, sur l'euro. Ce que vous avez fait au Parlement européen, c'est vrai qu'on vous a rarement entendu parler aussi violemment. Soyez sérieuse. Le Front National a toujours, et j'ai toujours parlé, et d'immigration, et d'économie, et de social, et d'emploi, bien sûr, parce que je considère que ce sont les deux sujets extrêmement importants. Mais si j'avais plus de temps, je vous parlerais de justice, je vous parlerais d'école, je vous parlerai de la politique dramatique de Madame Taubira, qui crée aujourd'hui une insécurité grandissante dans les petites villes et les moyennes villes. Il n'y a pas de volonté. C'est une question d'un téléspectateur. Il n'y a pas de volonté de se rediaboliser. Vous dites non. Mais enfin, écoutez, mais la question, ceux qui posent ces questions, honnêtement, lisent trop les analyses des journalistes qui ne sont pas exempts d'arrière-pensée tout de même. C'est l'actualité qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons d'immigration. Ce serait quand même, avoué, un peu piquant et même paradoxal que, alors que 1 million de migrants seront arrivés dans l'Union européenne en 2015, le Front National, qui a été le seul depuis des années à prédire cette situation et à tirer la sonnette d'alarme, soit le seul qui n'en parle pas. C'est non. Si vous étiez élue présidente de la République, comment envisageriez-vous la lutte contre l'État islamique ? Alors je ferai là encore exactement l'inverse de ce qui est fait. J'organiserai une grande conférence internationale où je mettrai autour de la table tous ceux qui ont la volonté sincère de lutter contre l'État islamique. La Russie, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis et évidemment la Syrie. Et c'est dans le cadre de cette coalition que j'engagerai le débat, si vous voulez, sur la meilleure manière, avec le gouvernement syrien, de venir à bout de l'État islamique. Je ne ferai pas ce qu'a fait François Hollande et Laurent Fabius, de soutenir Al-Nosra, qui est une branche d'Al-Qaïda. Car la France, sous l'impulsion de Laurent Fabius, a soutenu mordicus Al-Nosra, donc Al-Qaïda, contre l'État islamique. Je pense que c'est une aberration totale. J'organiserai des camps humanitaires en Syrie, en Jordanie, pour permettre à ces populations qui fuient la guerre de pouvoir être en sécurité. J'ai une dernière question. Qu'avez-vous pensé de l'agression du DRH d'Air France, très vite ? Pardon, excusez-moi, je ferai en sorte de couper aussi les financements et l'armement de l'État islamique, car l'année dernière, 200 milliards d'euros. Voilà le budget de l'État islamique, 200 milliards d'euros. Il y a bien des gens qui leur achètent du pétrole, il y a bien des gens qui leur vendent des armes. Il est temps de lutter contre eux. Merci beaucoup Marine Le Pen. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine. On n'est pas que des cobayes. Belle soirée sur France 5.